décès en Afrique de l'Ouest liés à Ebola en 2014 et 2015. Comment réduire les risques de la maladie? Des experts planchent sur la question à Abidjan. Enfin, 11 décembre 1941, état de guerre entre l'Allemagne nazie et les États-Unis. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 2. Pour commencer, ce drame survenu à Bongouanour, dans le centre-est du pays. Une fillette de 3 ans a été victime d'un viol le 26 novembre dernier. L'agresseur n'a pas encore été identifié. La petite fille bénéficie actuellement d'une prise en charge du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfance et de la Solidarité. Un tout autre sujet à présent. Plusieurs vivres, notamment du riz, de l'huile et des pâtes alimentaires, ont été offerts récemment à l'orphelinat Garçons de Bingerville. C'est un don du Rotary Club section Bingerville. Il s'agit pour cette association d'apporter son aide aux petits orphelins. C'est un reportage de Dangui Dangui. Démonstration de talent, manifestation de joie des pensionnaires de l'orphelinat de Garçons de Bingerville. Une façon pour ces enfants et leurs encadreurs de manifester leur reconnaissance au Rotary Club de la ville. Cette organisation non gouvernementale a fait don de vivres et de non-vivres, notamment du riz, du lait et de l'huile, d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA. Nous sommes aussi heureux de recevoir ces dons que le Rotary Club nous envoie. Nous disons vraiment merci au Rotary Club et nous espérons que ce ne sera pas la première et la dernière fois qu'ils viennent ici. Nous sommes particulièrement heureux. Vous voyez les enfants qui s'expriment depuis la vue de ces dons. Ça leur permet surtout de savoir qu'ils ne sont pas oubliés. C'est vrai qu'il y a les dons en nature, mais il y a la présence physique des membres du Rotary Club de Bingerville. Les enfants se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Ces dons s'inscrivent dans la volonté de cette organisation non gouvernementale d'apporter assistance et joie de vivre aux personnes vulnérables. Des doléances et des souhaits nous sont parvenus. Ainsi donc, nous avons trouvé utile, étant donné que le Rotary œuvre pour les démunis, de marquer notre point, de marquer les pas, tout en venant en aide à ces enfants. L'orphelinat de Garçons de Bingerville a besoin des dons des organisations et des personnes de bonne volonté pour mieux prendre en charge ces pensionnaires, selon ses responsables. La vie au quotidien de ces enfants-là nécessite des soins médicaux particuliers. Quand on pense qu'un enfant peut souffrir seulement d'un paludisme, il y a une réponse immédiate. Mais quand certains de nos enfants nous viennent avec de différents handicaps, il y a un type de professionnels qu'il nous faut, des orthophonistes, des psychologues, dont on a besoin pour soutenir la vie au quotidien de ces enfants. Créé en 1972, l'orphelinat de Garçons de Bingerville compte 250 pensionnaires effectifs dont l'âge varie entre 4 et 15 ans. Où en est la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao? En Côte d'Ivoire, il y a des signes encourageants de progrès. En effet, à San Pedro, dans le sud-ouest du pays, le corps préfectoral, les chefs d'entreprise et acteurs de la société civile se sont réunis récemment. Ils ont réfléchi sur les droits de l'enfant dans le pays. Thomas Guessambi. Cet atelier qui s'est tenu dans la région de San Pedro a réuni responsables de l'ONG Charité Vie et ses différents partenaires locaux. Un atelier qui vise à créer une synergie d'action entre les entreprises évoluant dans la cacaoculture et la société civile en vue d'une plus grande implication des entreprises dans la protection de l'enfant et le respect de ses droits. Il a été également question de faire le bilan de l'exercice de l'année écoulée. Il ressort de ce bilan que plusieurs activités ont été réalisées au cours de l'année 2017. Il s'agit notamment de la formation et la sensibilisation du corps préfectoral, des chefs d'entreprise, des acteurs de la société civile et des enfants sur les 10 principes des Nations Unies régissant les entreprises en matière de droits de l'enfant. Un bilan jugé satisfaisant au dire du vice-président de l'ONG, Barthélémy Zirimba. L'ONG Charité Vie a été sélectionnée à San Pedro pour exécuter sur 5 ans le projet SIDA CSO 2017.
Ce projet vise le renforcement de la société civile, les entreprises dans la cacaoculture, les communautés et les enfants pour la promotion et le suivi des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. Un tout autre sujet à présent, des ménages démunis vont bénéficier d'allocations trimestrielles jusqu'en 2020. Il s'agit du projet Filets socio-productifs. À Djebonois, dans la région centre du pays, environ 10 000 foyers sont concernés par ce programme de réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Les explications de Soro Corona et Kwadio Kwame de RTI Bouaké. 36 000 francs CFA, tel est le montant de l'allocation trimestrielle que percevront 10 000 ménages sur 3 ans. Ces ménages, jugés les plus pauvres parmi les pauvres, selon une étude de la Banque mondiale et de l'Institut national de la statistique, constituent la phase de passage à l'échelle projet Filets socio-productifs. La phase pilote a permis de juger l'impact de cette politique sociale pour la réduction de l'extrême pauvreté en Côte d'Ivoire. Remise de téléphones support de paiement et de versement des 36 000 francs CFA aux bénéficiaires de la sous-préfecture de Djebonois, temps fort de la cérémonie. La Banque mondiale se félicite des résultats de la phase pilote. Ce projet a comme objectif de donner une opportunité et de faire sortir de la pauvreté. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a exprimé l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, à travailler pour une politique sociale équitable. Jean-Claude Kwasi a exhorté les bénéficiaires à utiliser cette allocation pour s'éloigner de l'extrême pauvreté. Le passage à l'échelle avec une vague de 10 000 ménages supplémentaires constitue pour nous une étape très importante. Au total, c'est désormais 15 000 ménages en Côte d'Ivoire qui vont bénéficier des bienfaits du projet Filets socio-productifs. La phase de passage à l'échelle du projet Filets socio-productifs prend en compte les régions de Bouaké, du Tonkouy et du Kabadougou. La lutte contre Ebola, une urgence mondiale. Plusieurs pays ont pris des mesures drastiques face à cette épidémie. Mais il arrive souvent que les populations ne respectent pas les règles sanitaires. Alors, pour les sensibiliser, des anthropologues ivoiriens, africains et européens ont organisé récemment une réunion. Les travaux se sont déroulés à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. On fait le point avec Doigt de Laser. La fièvre à virus Ebola. Cette maladie épidémique a fait de nombreuses victimes en Guinée-Conakry, au Libéria et en Sierra Leone. Plus de 11 000 personnes sont mortes de cette maladie de 2014 à 2016. Pour renforcer les capacités de réponse du système national de santé et éduquer les populations à l'application des mesures de prévention sanitaire, les anthropologues africains et européens ont initié une journée d'études en anthropologie. Objectif, analyser et comprendre l'implication des acteurs intervenant dans la gestion de cette épidémie. Il faut que la santé publique s'adapte à des contextes culturels et des contextes sociaux. Chaque fois qu'on veut mettre en place une mesure de santé publique, il faut se poser la question de savoir si comment cette mesure va être comprise par la population. On avait la même chose pour l'épidémie de sida. Il y a eu des mesures de santé publique qui ont été mal comprises parce qu'elles n'étaient pas adaptées à la population à laquelle on s'adressait. Donc notre rôle d'anthropologue, c'est d'apprendre à la santé publique et aux médecins à essayer de s'adapter à des contextes culturels. Selon les participants, cette rencontre riche en enseignements vient à point nommé. Nous avons touché plusieurs axes, notamment l'axe de la prise en charge, l'axe des rumeurs qui circulent autour de la maladie. On va déboucher avec des propositions pour pouvoir anticiper si dans d'éventuelles résurgences d'épidémies. Au terme de cette journée d'études en anthropologie, des recommandations seront faites aux États africains pour une gestion efficace des maladies émergentes. 4 blessés dans l'explosion survenue aujourd'hui en plein centre de Manhattan, à New York. Il s'agit d'une tentative d'attentat selon les autorités new-yorkaises. L'auteur de cette attaque, un homme de 27 ans, a été arrêté. Akayed Oula, c'est son nom, serait d'origine bangladaise.
En Inde, la communauté des Muzahar a une vie bien difficile. Ces personnes concentrées dans le nord du pays sont extrêmement pauvres et survivent en mangeant des rats. Elles sont ainsi victimes de discrimination. On les appelle les Muzahar, les mangeurs de rats en Inde. Tout le monde aime ça. On le mange et on le cuisine avec des légumes, du pain. Ils sont 2,5 millions dans le nord de l'Inde et font partie des plus pauvres du pays. Une communauté que même les Dalits, les fameux intouchables, regardent de haut. Alors pas question de faire le difficile. Les gens ont faim, alors on tue des rats et on les mange. On cuisine et on mange des grenouilles et des rats. Marginalisés, les Muzahar sont cantonnés aux emplois journaliers les plus précaires. Pourtant, certains projets existent pour les sortir de leur isolement. Cet internat, fondé il y a 10 ans par un ancien policier, accueille plus de 400 garçons de la communauté. Il les loge et les éduque gratuitement. Tout ce qu'ils apprennent ici, ils vont l'enseigner à leurs amis et à leurs proches chez eux. Prenez la propreté par exemple. Chez eux, ils ne font pas très attention à la propreté. Donc toutes les bonnes habitudes qu'ils prennent ici, ils les transmettent chez eux et à leurs parents aussi. L'éducation ne fait pas tout, mais c'est un bagage indispensable pour ces jeunes, qui n'ont de toute façon rien d'autre. Après, je vais gagner de l'argent. Je l'utiliserai pour aider les villageois, faire quelque chose qui leur bénéficiera. En 2014, un ministre Muzahar est arrivé au pouvoir pour la première fois dans l'état du Bihar. Mais son mandat de 9 mois n'a pas suffi à mettre fin aux discriminations dont souffre sa communauté, notamment due à ses habitudes culinaires. Après l'attaque de Pearl Harbor par le Japon, l'Allemagne nazie saisit l'occasion pour déclarer la guerre aux États-Unis. C'est ce qu'elle fait le 11 décembre 1941. Thomas Guessambi revient ce soir sur les faits. Dès septembre 1941, la marine et l'armée de l'air américaine ont l'ordre de tirer à vue sur les navires et les sous-marins allemands. La neutralité américaine dans le conflit européen s'effrite. De plus en plus de bateaux allemands sont arraisonnés par les Américains. Nous sommes le 10 décembre à Berlin. Hitler convoque Ribbentrop. Le ministre des Affaires étrangères allemand doit rédiger une déclaration de guerre aux États-Unis d'Amérique et décide de réunir le Reichstag dès le lendemain. Il est signalé à l'ambassade d'Allemagne à Washington de détruire les livres de code et la machine de codage. Hitler, profondément convaincu que la guerre entre les États-Unis et le Japon empêcherait les Américains d'accroître leur aide à la Grande-Bretagne et à la France avant le milieu de 1943, escomptait que la Russie serait ainsi écrasée et que la plus grande partie de ses ressources naturelles serait contrôlée par l'Allemagne. Hitler saisit l'attaque de Pearl Harbor par le Japon pour déclarer la guerre aux États-Unis. Le 11 décembre 1941, le chargé d'affaires américain à Berlin reçoit une note qui annonce la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays et officialise la déclaration de guerre. Adolf Hitler s'adresse alors au Reichstag. Dans un discours d'1 heure et demie, il blâme le président Franklin Roosevelt pour le conflit. Il soutient que l'échec de la politique du New Deal est la véritable cause de la guerre. Supporté par les Juifs, Roosevelt cherche ainsi, selon le chef nazi, à masquer le désastre de ses politiques économiques. Hitler échouera à son tort. Avoir ignoré la prodigieuse industrie américaine. Au début de la guerre, les Américains n'ont que 3000 avions. Mais un an après, ils en ont construit 33 000, puis 44 000, 88 000, et à la fin de la guerre, 128 000. Ils ont construit 25 porte-avions et plus de 65 porte-avions d'escorte. Hitler a méprisé et sous-estimé l'adversaire. Il n'a pas perçu que les Américains feraient une guerre de matériel, non une guerre d'hommes. Si les Russes ont perdu 10 millions d'hommes, les Allemands en ont perdu 3 millions et les Américains 270 000, dont 40 000 aviateurs. Excellent début de semaine à tous sur RTI2.